Bonsoir à tous, merci pour votre fidélité et bienvenue dans ce journal dont voici le sommaire. Le procès en appel du militant de l'UFDG Boubacar Diallo dit Grenade s'est poursuivi ce vendredi à la cour d'appel de Conakry. La séance a porté sur les réquisitions et plaidoiries. Vous aurez les détails dans ce journal. La médecine traditionnelle n'est pas laissée pour compte par l'OMS dans la lutte contre les épidémies. Vous aurez la précision de Dr Gueye Abdou Salam, représentant de l'OMS en Mauritanie, dans cette édition d'information. La Coupe d'Afrique des Nations U20 a démarré le dimanche 14 février 2021 en Mauritanie sans la Guinée. Les conséquences de cette absence en fin de journal. Une fois encore, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information brève pour commencer. Suspendu depuis près de 2 ans pour corruption lors de la dernière Coupe d'Afrique des Nations en Égypte, Amadou Diaby est rétabli dans ses droits de premier vice-président de la FEGIFOOT. L'intéressé avait interjeté appel auprès du tribunal arbitral de sport. Il a finalement renvoyé le dossier à la commission d'éthique de la FEGIFOOT. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Dr Edouard Zotomou, président du parti Union démocratique pour le renouveau et le progrès UDRP, a qualifié ce vendredi l'incarcération des opposants guinéens de manque d'état de droit dans le pays. Pour lui, tant que la justice guinéenne est soumise à la volonté du pouvoir exécutif, on ne peut pas s'attendre à une véritable démocratie. Il a aussi parlé de la maladie Ebola en Guinée. Sayon Kamara, reportage. La Guinée fait face à une résurgence de la fièvre hémorragique à virus Ebola, une maladie qui avait fait plus de 2500 morts dans le pays entre 2013 et 2015. Dr Edouard Zotomou estime que cette résurgence mérite des interrogations. Et malheureusement, le timing, c'est-à-dire la coïncidence de cette apparition ou de cette résurgence avec beaucoup d'observations qui ont été faites et le long desquelles il y a pas mal d'interrogations, fait qu'on se pose effectivement beaucoup de questions sur ce qui se passe. Le virus, d'abord qu'on nous dise qu'on avait sous la main peut-être un lot de vaccins périmés, me laisse comprendre qu'il n'y a pas eu un sens d'anticipation. Parce que si on a pris la peine de garder quand même des vaccins, on devrait se rassurer que c'était des vaccins qui étaient encore potents. Depuis l'autoproclamation de Cellou Dalein Diallo comme gagnant de l'élection présidentielle du 18 octobre, plusieurs opposants font face à des ennuis judiciaires. Un acte que déplore le président du parti Union démocratique pour le renouveau et le progrès. Alors, on est en train de prendre les gens simplement du fait de leur opposition à quelque chose de politique. Tout ça, c'est le 3e mandat. Tout ça, ce sont les élections passées. Et on essaie de museler autant que possible. Nous pensons que ça ne se devait pas. Nous sommes en fait dans une dictature. C'est ça qu'il faut dire. Nous sommes dans une dictature. Sinon, on n'a pas besoin d'incarcérer les gens simplement parce que certains sont des blogueurs, alors, ou disons, la présomption de l'innocence. Avant qu'on les mette en prison, on doit simplement essayer d'abord, s'ils sont coupables de quelque chose, alors ces preuves, on les présente. Pour une sortie de crise politique en Guinée, Edouard Zotomou invite le chef de l'État à donner des signaux forts pour la relance d'un véritable dialogue social et politique. Que faut-il pour un cadre permanent de dialogue en Guinée? Un spécialiste des questions de la paix a suggéré des pistes de solutions ce vendredi. Les détails, c'est dans ce reportage de Ibrahima Soribari. Depuis la présidentielle du 18 octobre 2020, la Guinée est plongée dans une crise politique. Une réalité qui s'explique par l'arrestation de certains membres de l'opposition. Beaucoup pensent que le cadre permanent de dialogue et de concertation mis en place pourrait aider à résoudre cette crise. La crise, elle est patente entre les acteurs politiques et je crois que c'est en suite de cette situation que le président de la République a jugé utile de mettre en place un cadre permanent du dialogue politique et social.
qui se veut être une plateforme de concertation entre tous les acteurs politiques, les acteurs institutionnels, les acteurs sociaux, et en considération bien évidemment des thématiques qui se rapportent aux questions électorales, aux questions politiques, aux questions sociales, aux questions qui ont trait aux politiques publiques sectorielles, aux questions qui ont trait à la paix et à la consolidation de la paix. Ce spécialiste fait des propositions et invite les deux camps à privilégier l'intérêt de la nation. La solution, ça va se jouer en réalité sur la volonté politique de Monsieur le Président de la République. Il a manifesté, il a exprimé un souhait, un vœu, il l'a réalisé à travers un acte concret. Il a mis en place ce cadre permanent pour le dialogue politique et social. Maintenant, il faut faire en sorte que chacun se retrouve dans ce cadre permanent du dialogue politique et social en leur expliquant un peu quel est le bien fondé et la nécessité de la mise en place de ce cadre et faire en sorte que les autres acteurs politiques se sentent marginalisés, se retrouvent dans ce cadre. La mise en place d'un cadre permanent de dialogue et de concertation en Guinée est une opportunité pour certains. Pour d'autres, c'est une structure de plus mise en place par Alpha Condé pour berner l'opinion nationale et internationale. Ce vendredi 19 février 2021 s'est tenu à la Cour d'appel de Conakry les réquisitions et plaidoiries suite à une décision rendue par le tribunal de Dixine condamnant Boubacar Diallo alias Grenade, un militant du parti UFDG, à 10 ans de prison. À la sortie de l'audience, son avocat s'est exprimé sur ce dossier. La suite des plaidoiries est renvoyée pour le 26 février prochain. Suivez la réaction de Maître Salifou Biavougui, avocat au micro d'Alpha Omar Diallo. Tout à l'heure, vous avez suivi le réquisitoire de M. le procureur de la République, le procureur général, qui a demandé la confirmation du jugement de première instance dans cette affaire appelée affaire Boubacar Diallo alias Grenade. Le procureur général a sollicité la confirmation de cette décision qui a condamné notre client en première instance à 10 ans de détention criminelle, assortie d'une période de sûreté de 5 ans. Grenade est devenu un symbole. C'est un militant de l'UFDG, un jeune qui a toujours pris part aux différentes manifestations autorisées. Vu son militantisme et son engagement, il a été repéré. Il fallait l'arrêter, passer par lui, arrêter d'autres personnalités. D'où la naissance de cette brochure de photos qui a circulé et qui le faisait voir avec certaines personnalités de l'UFDG. Mais en réalité, cette brochure qui était un montage a été battue en brèche. Mais nous pensons que nous sommes devant une cour composée de magistrats pétris d'expérience, de magistrats auxquels nous faisons entièrement confiance, car le siège auquel nous faisons entièrement confiance. Nous pensons qu'ils feront bonne application de la loi, parce que dans cette affaire, ce jeune-là, il est devenu un martyr en réalité. Il n'y a jamais eu de preuve contre lui et il sera acquitté. Le bon droit veut qu'il soit acquitté. On aurait souhaité que l'affaire soit mise en délibéré aujourd'hui, mais suite à une petite incompréhension entre les collectifs, le dossier a été repoussé au 26 février pour la continuation des plaidoiries. Une visioconférence a été organisée ce jeudi par l'Organisation mondiale de la santé, une occasion mise à profit par les journalistes africains pour poser des questions sur la situation du coronavirus en Afrique. Dr Migo Richard, membre du bureau de l'OMS à Brazzaville, a apporté des précisions sur la gratuité du vaccin ou pas en Afrique. Il est au micro de Bintou Souma. Ça a été l'engagement de la plupart, sinon tous les pays, de donner ces vaccins de manière gratuite à toute la population. Il est vrai que nous n'aurons pas suffisamment de vaccins dans un court terme pour vacciner tout le monde, d'où la nécessité d'avoir cette priorisation en fonction des risques, mais également des groupes prioritaires. Nous avons édicté des directives, des normes pour aider les pays à faire ce choix dans la catégorisation des populations à haut risque, ceux qui devront recevoir le vaccin en premier lieu, etc. Donc, tout est mis en œuvre pour que les populations à haut risque, mais également les agents qui sont sur la ligne de front pour lutter contre la COVID, puissent recevoir ce vaccin dans les meilleurs délais. Malheureusement, au niveau global, où
l'offre des vaccins est fortement insuffisante par rapport à la demande qui existe actuellement. Donc, au fur et à mesure que nous aurons des vaccins, et nous prévoyons, en tout cas à travers l'initiative COVAX, d'avoir autour de 600 millions de doses d'ici la fin de l'année 2021 pour couvrir environ 20% de la population. Depuis le début de cette pandémie, la médecine traditionnelle a été au moins utilisée par beaucoup d'Africains. Pourtant, elle n'est pas sans conséquences. Selon Dr Gueye Abdou Salam, représentant de l'OMS à Mauritanie, elle n'est pas laissée pour compte. Une section est au niveau de l'OMS pour l'amélioration de cette médecine. Suivez. L'OMS, depuis très longtemps, travaille à accompagner cette médecine et essayer de voir ce qu'il y a de mieux dans cette médecine pour que les populations puissent continuer à en bénéficier, mais aussi pour éviter certains effets secondaires parfois qui arrivent à l'utilisation de ces médecines ou bien seulement d'inefficacité, et ce qui fait perdre une opportunité aux malades parfois qui ont un traitement efficace dans d'autres médecines. Il y a au niveau de l'OMS une section qui est chargée de travailler avec les pays africains et aussi avec les praticiens pour pouvoir améliorer la médecine traditionnelle et aussi aider à faire des lois, des dispositions dans les pays pour que la médecine traditionnelle puisse être utilisée dans son mieux et éviter aussi les effets secondaires liés à cette médecine. Direction l'intérieur du pays à l'Abbé pendant que le coronavirus poursuit sa propagation en milieu scolaire et universitaire. Le centre de prise en charge est confronté à un problème de place. Les autorités sanitaires tirent la sonnette d'alarme. Le point avec Idrissa Sampirin Diallo. Plusieurs établissements scolaires du secondaire et les deux universités de l'Abbé sont touchés par la pandémie du coronavirus. Nous avions jusqu'hier 37 malades au CTP, parmi lesquels il y avait 24 élèves et étudiants et encadreurs. Hier, on a libéré encore 7 personnes, 5 le matin et 2 dans l'après-midi. Il reste là-bas 30 malades aujourd'hui. En dehors de la préfecture de l'Abbé, celle de Mali a enregistré un cas de décès à la direction préfectorale de l'éducation. Le chef-section de gestion des ressources, la DPE de Mali, est décédé subitement et le corps a été testé positif. Et après, tous les cas de la DPE ont été testés. C'est son adhésion directe avec elle, une femme avec elle, il travaillait directement, qui a été testé positif, et 2 autres membres de sa famille qui ont été testés positifs. Mais les gens qui ont été testés positifs, c'est des encadreurs, mais qui ne sont pas directement avec les écoles. Face à cette flambée de la pandémie du coronavirus dans la région, le centre de prise en charge de l'Abbé est confronté à un problème de place. Les locaux sont devenus insuffisants par rapport au nombre de malades que nous sommes en train de recevoir au niveau après les dépistages. Parce que nous avions un total de lits de 25 au départ. Heureusement, on a pu mettre encore d'autres lits, donc on est à 37 lits actuellement. Et on nous a envoyé un chapiteau, mais qui vient d'être installé et qui demande aussi d'autres équipements à côté, parce qu'il faudrait mettre des latrines à côté. Dans la région de l'Abbé, il est unanimement reconnu que l'apparition du coronavirus en milieu scolaire et universitaire a été en grande partie favorisée par le délaissement des mesures barrières, dont le port de la bavette édicté par les autorités compétentes dans le cadre des stratégies de lutte contre la propagation de la pandémie en République de Guinée. Les chrétiens ont entamé la période du carême depuis le 17 février dernier. Ce vendredi, une de nos équipes a rencontré le père Apollinaire Cessé Collier dans une église de la place. Il est revenu sur cette période d'abstinence de 40 jours. Yaya Moubari et Al-Hassan Souma signent ce reportage. Le carême chrétien, ce sont 40 jours de pénitence. Cet homme d'église revient sur cette période. Il s'agit d'une démarche de conversion fondamentalement. Et ça rappelle d'ailleurs, en partant de l'historique, ça rappelle la sortie des Hébreux d'Égypte pour venir en Israël, la terre promise, qui est une terre donc de liberté,
où ils ne sont plus esclaves, ils ne sont plus soumis aux corvées, ils ne sont plus soumis à l'esclavage d'Égypte, ils sont libres. Sur le plan symbolique, pour nous, c'est quitter l'esclavage du péché pour venir dans la liberté des enfants de Dieu. Ensuite, ça nous rappelle également les 40 jours et 40 nuits de jeûne du Christ, qui avant de commencer sa mission d'évangélisation et de guérison des hommes, a donc fait 40 jours et 40 nuits de proximité avec son Père, dans la prière, dans le jeûne et dans vraiment la résistance aux tentations du démon. Comme toute autre adoration, cet acte religieux obéit à des principes. Le jeûne est là pour montrer que l'homme est capable de maîtriser son corps, de maîtriser ses sens, de maîtriser sa bouche, de maîtriser ses yeux, de maîtriser ses oreilles et de dire c'est moi qui décide de voir ceci, de manger cela, de résister à ceci et je le fais. Donc c'est le sens profond du carême. Cette fidèle soutient avoir bien débuté son jeûne. Elle appelle les autres à la paix. C'était bien débuté. Oui, j'ai recommencé avec l'autre fidèle parce que à carême, on va prier. Carême, on va prier. On va rendre grâce à Dieu, on va prier, mois de carême, on va s'aimer. Le carême de cette année se déroule en Guinée dans un contexte économique et sanitaire difficile. Après le carême, c'est le ramadan qui pointe à l'horizon. Pour les fidèles musulmans, courant avril prochain. Des membres d'une structure syndicale des travailleurs domestiques ont annoncé ce vendredi avoir déposé une plainte auprès de l'Organisation internationale du travail, OIT, contre le gouvernement guinéen. Elle serait motivée pour des attaques contre les droits, la santé et la sécurité des travailleurs d'un grand hôtel de Conakry. L'annonce a été faite au cours d'une conférence de presse. Oumar Kondé nous signe ce reportage. Tout a commencé lorsqu'un travailleur a accidentellement cassé un pot de fleurs à l'hôtel Sheraton Grand Conakry. Il sera aussitôt licencié, souligne le secrétaire général du syndicat des travailleurs. De licencier le jeune illégalement, nous sommes venus à la direction de l'hôtel pour rencontrer le directeur général pour qu'on essaye de déposer des plaidoiries pour que le jeune ne soit pas licencié. Mais malheureusement, ils avaient décidé aussi de se débarrasser de la structure syndicale. L'inspection générale du travail, nous avons été les voir plusieurs fois, nous avons envoyé des correspondances. Ce sont eux qui ont donné une autorisation de licenciement à la direction de Sheraton Grand Conakry. On ne sait pas le pourquoi et jusqu'à présent, ils ont refusé de nous donner une copie de cette autorisation de licenciement pour qu'on puisse au moins faire un recours. L'affaire dure près de 3 mois. Toutes les tentatives engagées au niveau local pour rétablir l'employé dans ses droits sont restées vaines. Voilà le gouvernement guinéen a été traîné devant l'Organisation internationale du travail pour non-respect des droits des employés. Étant donné que la Guinée est partie intégrante, la Guinée a ratifié les conventions internationales sur le travail, donc on a estimé qu'au niveau international, on avait la possibilité de déposer une plainte contre le gouvernement guinéen justement parce qu'il n'a pas respecté un certain nombre de dispositions pour la protection des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions. Nous nous sommes dit qu'il faudrait maintenant passer encore à la vitesse supérieure parce que c'est illégal de licencier ces travailleurs parce que leur motif de licenciement n'est pas fondé. Ces syndicalistes ne comptent pas baisser les bras. Ils exigent la réintégration des licenciés. À l'interne, des travailleurs de Sheraton ont fait une pétition pour exprimer leur solidarité au mouvement. Trouver un logement à Conakry est un parcours de combattants. Les demandeurs de maisons sont confrontés à toutes sortes de difficultés, dont la hausse des prix. Cette situation fait réagir des citoyens de Conakry. Ce vendredi 19 février 2021, ils sont au micro de Yaya Bari et Oumar Kondé. Pour avoir un logement à Conakry, allez là, c'est pas facile. Des masseurs qui vont te monter un logement d'abord et te demandent d'abord de les payer d'abord. Quelque chose, ils te demandent 40 000, 50 000 pour te monter d'abord seulement les maisons. S'ils te montent encore des maisons là,
Le propriétaire de maison demande 1 an, 6 mois, ou bien il te dit 2 ans. Raison de 400 000. Où tu vas lever ça, qu'on a créé là. On n'a qu'à diminuer avant cela. C'est ça qui souffre pour les gens. Avant cela. Ce n'est pas le prix. Le prix, même si c'est 400 000, mais s'il demande 200 000, pardon, 2 mois, c'est bon. Mais il demande 1 an, 2 ans. Et où tu vas lever ça? L'État doit construire les maisons pour nous qui sommes pauvres, normalement. Avec les démarcheurs, c'est difficile. Avec les propriétaires de maisons, c'est difficile. Le gouvernement, on ne parle pas. Le gouvernement nous a oubliés totalement. La Guinée n'a pas de logement que le gouvernement a construit. Beaucoup de ces pays, on connaît, le gouvernement a construit. Tu viens, tu loges dedans et tu payes moins. Le logement de Diamant Plaza n'est pas pour les Guinéens même d'abord. Moi, je peux le dire. On ne peut pas parler de Diamant Plaza. L'État guinéen est faible. L'État doit construire pour la population guinéenne. Ceux qui construisent des maisons, je veux qu'ils pensent à demain, à l'avenir de leurs enfants aussi. Aujourd'hui, c'est les enfants des autres qui logent chez eux. C'est Dieu, il peut changer. Un jour va venir, c'est leurs enfants aussi qui vont aller loger dans les maisons des autres. À Conakry, d'avoir un logement, ce n'est pas du tout facile. Parce que d'abord, quand vous trouvez les concessionnaires, ils vont vous demander, si tu veux par exemple une chambre, on te demande une avance d'1 an, de 2 ans, voire même de 3 ans. Les démarcheurs aussi, ils participent, c'est-à-dire à rendre les loyers très chers. Ouais, ils font partie. Lancement ce vendredi 19 février 2021 de la première édition du Salon du cinéma Guinée. Elle est placée sous le thème « Le cinéma guinéen, une opportunité d'investissement ». Plus de détails avec Mariama Bari et Ibrahima Paye Kamara. C'est parti pour la première édition du cinéma guinéen. Le thème est « Le cinéma guinéen, une opportunité d'investissement ». Plusieurs acteurs de la culture et quelques admirateurs du cinéma étaient de la partie. Il faut noter qu'en Guinée, l'art dans sa globalité, depuis l'ère coloniale, était bien présent dans nos mœurs. Non seulement du point de vue musique, danse et théâtre, mais également dans le domaine du cinéma. La Guinée fut bel et bien du peloton des pays africains précurseurs du cinéma. Oui, pour s'en convaincre, dès 1946 existaient déjà à Conakry des salles de cinéma et qui enregistraient de fortes affluences. L'objectif de ces salons est d'accompagner le cinéma guinéen dans ses ambitions. Les organisateurs promettent de trouver des pistes de solutions pour produire plus de films dans l'avenir. On va trouver des pistes de solutions, on va faire des suggestions à travers toutes ces activités qui vont se dérouler et après on va sortir un document pour pouvoir avoir beaucoup plus de films pour fournir ces festivals-là. Ce salon du cinéma guinéen ouvre plusieurs opportunités dans le monde du 7e art, ce qui réjouit plus d'un. Parce qu'aujourd'hui, quand on dit culture, l'État pense que quand on dit culture, on parle de la musique. Pourtant, il y a le théâtre, il y a la mode, il y a le cinéma, aujourd'hui, il y a le stand-up par exemple. Vous avez vu, tous ceux-ci ont besoin d'être soutenus et accompagnés. Ma motivation pour venir, c'est de connaître quels sont les enjeux qu'il faut pour le cinéma, pour l'évolution du cinéma et quelle est la place du cinéma dans le monde actuel. Ce salon du cinéma guinéen est une première dans le pays. Ses initiateurs souhaitent le pérenniser pour le plus grand bonheur des cinéphiles. Sport, dans cette édition d'information, la Coupe d'Afrique des Nations U20 a démarré le dimanche 14 février 2021 à Mauritanie. La Guinée n'a pas validé son ticket pour cette phase finale. Cette absence n'est pas sans conséquence aux yeux des acteurs du football guinéen qui ont réagi ce vendredi. Ibrahima Diallo. Lors des tournois IFOA de la zone A, qualificatif à la CAN 2021 des moins de 20 ans en Mauritanie, la Guinée a été éliminée en demi-finale par la Gambie, à Thiès au Sénégal. Cette non-participation de Sili U20 à la Coupe d'Afrique des Nations de sa catégorie n'est pas sans conséquence pour le football guinéen, estime ce journaliste sportif. D'abord, l'absence de la Guinée à cette Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans qui se déroule en ce moment en Mauritanie a d'abord une conséquence
sportive, puisque c'est une catégorie qui va manquer cette compétition-là. Vous savez, les joueurs, l'âge évolue au fil des ans. Donc si votre âge ne fait plus partie de cette catégorie-là, ça veut dire que vous ne pourrez plus prendre part à cette compétition. Donc d'abord, c'est pour les joueurs que ça a plus une conséquence négative que sur la nation. Cette absence est vue comme un nouvel échec pour le sélectionneur Djambobo Baldé après le tournoi UFOA perdu à Conakry en novembre dernier. Pour cet analyste sportif, le sélectionneur n'avait pas reçu les bonnes personnes. Pas forcément avec le sélectionneur, je ne dirais pas, parce que il a quand même fait de belles prestations, comme je l'ai dit ici à Conakry lors de ce tournoi de l'UFOA, du côté de Thiès, avec son parcours lors des phases de poule. Maintenant, il a pêché par endroits sur des choix des hommes, sur des choix tactiques. Et ça, c'est quelque chose qui est déterminant. Et tout le monde se pose la question de savoir est-ce qu'il va réussir déjà de loin, parce que ce n'est pas lui qui concocte les équipes, ce n'est pas lui qui sélectionne quasiment les joueurs. Il y a son adjoint qui est à Conakry ici, qui ne bouge pas, c'est lui en tout cas qui fait le repérage des joueurs, c'est lui qui détecte les joueurs. Et puis après Djambobo Baldé, il valide tout cela. Nommé en septembre 2019 comme sélectionneur de l'équipe nationale U20 par la Fédération guinéenne de football, Djambobo Baldé ne parvient toujours pas à faire jouer la Guinée à une Coupe d'Afrique des Nations de sa catégorie. Une épide dans le pied de l'ancien défenseur du Sili national. Pour finir, le nouveau classement FIFA a été publié ce jeudi 18 février 2021 par l'instance dirigeante du football mondial. La Guinée occupe la 72e place et gagne d'un point de plus. Elle est 14e en Afrique avec 1334 points suite à sa performance au CHAN Cameroun 2020, une avancée appréciée par les acteurs du football guinéen. Ce vendredi 19 février. Salut Diallo. Le classement FIFA du mois est officiel depuis ce jeudi. Le Sénégal 20e sur le plan mondial, suivi de l'Algérie 31e et de la Tunisie 32e. Le Maroc vainqueur du CHAN 2020 est 33e. Il gagne 2 places à cause de sa victoire. La Guinée occupe la 72e place sur le plan mondial et 14e en Afrique avec 1334 points. Nous avons gagné une place. Mais moi je dis, il reste encore beaucoup à faire parce que, figurez-vous, on ne figure pas dans le top 10 africain. Et c'est ce qui serait souhaitable qu'on puisse rejoindre le top 10 de l'élite du football continental. Ça veut dire donc que les efforts doivent être faits. Il y a eu une performance au CHAN, il faut que cette performance soit consolidée et que l'on puisse progresser encore un peu plus. Pour ce premier classement FIFA de 2021, un total de 43 matchs d'équipe A, dont un disputé en décembre 2020, ont été pris en compte. En ce qui concerne la Guinée, sa performance au CHAN a beaucoup pesé en sa faveur. Le classement combine le résultat des équipes locales et les résultats des équipes nationales, c'est-à-dire A. À l'heure actuelle, le Sénégal, compte tenu de son équipe senior, la qualité de son équipe senior, il est en tête du classement. C'est un peu ça qui aide le Sénégal. Sans quoi, regardez, le Nigeria n'était pas au CHAN, la Côte d'Ivoire n'était pas au CHAN, l'Égypte n'était pas au CHAN. Alors vous voyez, c'est un classement qui combine le résultat de l'équipe locale et de l'équipe nationale. Dans ce classement, la Belgique, la France, le Brésil, l'Angleterre et le Portugal restent toujours au podium pour ce mois de février 2021. Voilà, c'est cet élément de Mohamed Salou Diallo qui met fin à cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.